Qu'est-ce qu'une anémie hémolytique? Il s'agit en fait d'une destruction excessive et prématurée de globules rouges qui va entraîner une diminution du taux d'hémoglobine dans le sang. Pour comprendre les différents types d'anémie hémolytique, on va faire un rappel sur l'hémolyse physiologique. Alors, comme vous le savez, un globule rouge normal a une forme biconcave. Cette forme va lui procurer une très bonne déformabilité ainsi qu'un volume réduit. Ces deux critères sont essentiels pour que le globule rouge puisse passer à travers les petits capillaires, spécialement ceux du système réticulo-endothélial. Un système qui joue le rôle d'un filtre qui va laisser passer les globules rouges normaux et détruire les globules rouges altérés. Il se trouve principalement au niveau de 3 organes, qui sont le foie, la rate et la moelle osseuse. Sachant que 50% de l'hémolyse physiologique s'effectue au niveau de la moelle. Lorsque le globule rouge arrive à ses derniers jours de vie, il va subir des modifications. Son contenu enzymatique diminue, ce qui va ralentir son métabolisme de base. Sa forme a tendance à devenir plus sphérique et sa membrane devient rigide. Passons par le système réticulo-endothélial, le globule rouge stagne au niveau des petits capillaires, dans lesquels il sera capté par les macrophages. C'est à l'intérieur du macrophage que va s'effectuer la dégradation de l'hémoglobine qui va donner 2 composants. Le premier étant la globine, une protéine qui sera scindée en plusieurs acides aminés qui vont rejoindre la circulation générale. Tandis que l'hème, sous l'action d'une enzyme appelée l'hème oxygénase, donnera 3 produits. Le monoxyde de carbone, le fer, dont 2 tiers vont se lier à la transférine et passer à la circulation générale, tandis que le tiers restant est stocké au niveau du macrophage. Le troisième produit est la biliverdine. Elle va être transformée en bilirubine non conjuguée sous l'action d'une enzyme appelée bilirubine réductase. Étant insoluble, la bilirubine non conjuguée a besoin d'un transporteur. Ce transporteur est l'albumine. Le complexe albumine-bilirubine passe dans le sang et va vers le foie. Arrivant à l'hépatocyte, la bilirubine non conjuguée se détache de l'albumine et traverse le pôle apical de la cellule. Une réaction de glucuroconjugaison s'effectue à ce stade, donnant une bilirubine conjuguée. Celle-ci sera excrétée à travers les canaux biliaires. Dans l'intestin, elle est transformée par les bactéries intestinales en urobilinogènes et en stercobilinogènes, qui s'oxydent en urobiline et en stercobiline. La stercobiline est éliminée dans les selles, tandis qu'une partie d'urobiline rejoint la circulation générale pour être éliminée dans les urines. Ayant compris la physiologie, entamons la physiopathologie des hémolyses. Il existe 2 types d'hémolyse pathologiques selon le siège. L'hémolyse intravasculaire et l'hémolyse intratissulaire. Dans l'hémolyse intravasculaire, plusieurs agents peuvent attaquer le globule rouge. Ces agents peuvent être infectieux, toxiques, mécaniques ou immunologiques. Par contre, dans l'hémolyse intratissulaire, il s'agit d'une anomalie intrinsèque du globule rouge. Celui-ci sera détecté au niveau du système réticulo-endothélial, spécialement celui de la rate. Commençons par l'anémie à mécanisme intratissulaire. On trouve ce mécanisme d'hémolyse habituellement dans les anémies constitutionnelles, comme la drépanocytose ou la sphérocytose. Ces anémies sont d'évolution chronique. Un grand nombre de globules rouges anormaux circulent dans le sang. Quand ils passent par le système réticulo-endothélial, ils seront détectés et détruits. Mais arrivant à un certain seuil, ce système sera dépassé. Il va être obligé d'augmenter son nombre de cellules. Ce phénomène est appelé hyperplasie. Cette hyperplasie est à l'origine d'une splénomégalie,
et parfois d'une hépatomégalie. La destruction massive de globules rouges stimule la moelle à produire plus d'hématie, ce qui est à l'origine d'une hyperplasie érythropoïétique. Cette hyperplasie, spécialement au niveau des oplats de la face, va engendrer un élargissement de la moelle, qui va apparaître cliniquement sous forme d'une dysmorphie crânio-faciale. Suite à cette hyperactivité érythroblastique, il résulte une augmentation du taux des réticulocytes. Et si on fait une ponction biopsie de la moelle, on tombe sur une importante érythroblastose, mais cette dernière n'est pas nécessaire au diagnostic. Le taux d'hémoglobine dans le sang reste normal au début, mais lorsque la compensation de la moelle est dépassée, une anémie normocytaire normochrome apparaît, qui est bien sûr à l'origine d'une pâleur. Une exception est faite pour la bêta-thalassémie, où on trouve une anémie microcytaire hypochrome. Étant donné que le problème est au niveau du globule rouge, un frottis sanguin est nécessaire pour rechercher des anomalies morphologiques. On pourra tomber sur des drépanocytes, des sphérocytes ou autres. Maintenant, quelles sont les conséquences de cette hyperhémolyse? C'est simple, tous les produits de dégradation de l'hémoglobine vont augmenter dans le sang. La bilirubine non conjuguée liée à l'albumine ira vers le foie pour subir la réaction de glycoroconjugaison. Même si le nombre de bilirubines non conjuguées augmente, cette réaction reste compensée au début. Elle produira un nombre accru de stercobilinogènes et d'urobilinogènes, qui vont apparaître cliniquement sous forme de sel foncé et d'urine foncée. Mais lorsque la réaction de glycoroconjugaison arrive à ses limites, elle sera dépassée. Le résultat est une accumulation de bilirubine non conjuguée dans le sang, qui apparaît cliniquement sous forme d'ictère. Étant un autre produit de dégradation de l'hémoglobine, le taux de fer sérique augmente. Il possède un effet cytotoxique sur les cellules de l'hypothalamus et de l'hypophyse, ce qui fait que son augmentation chronique induira un retard de croissance. L'hémolyse intravasculaire est d'apparition aiguë. La dégradation du globule rouge libère de l'hémoglobine dans le plasma. Une protéine appelée aptoglobine, synthétisée dans le foie, est chargée de capter l'hémoglobine libre dans le sang. Ce complexe passant par le foie est capté par l'hépatocyte, dans lequel l'hémoglobine sera dégradée. Lorsque toutes les molécules d'aptoglobine sont liées, leur taux va baisser. L'hémoglobine libre passe par la barrière de filtration glomérulaire, où elle sera dans un premier temps réabsorbée. Mais si la réabsorption est dépassée, il y aura passage d'hémoglobine dans les urines, qui apparaît cliniquement sous forme d'urine rouge pour tout. Sachant que l'hémoglobine est une grosse molécule, son passage dans les urines engendre une douleur lombaire, qui peut avoir une extension abdominale. À savoir qu'une partie de cette hémolyse s'effectue au niveau de la rate, ce qui va causer une splénomégalie, mais qui est modérée et transitoire. Suite à la libération du contenu cellulaire, une enzyme intracellulaire appelée LDH augmente dans le sang. À ne pas oublier l'augmentation de la bilirubine non conjuguée dans le sang, qui apparaît cliniquement sous forme d'ictère. Autres symptômes en rapport avec ces facteurs peuvent apparaître. Des céphalées, des vomissements, une fièvre ou des frissons. Voici le récapitulatif. À bientôt!